Alors après une semaine particulièrement agitée et une baisse historique sur les cryptos, et notamment ces 3 derniers jours, il est temps maintenant aujourd'hui de faire un point complet sur la situation. En ce début janvier 2026, Bitcoin a déjà perdu 10,17%. Alors chose positive, en général quand on a un mois de janvier négatif, on a derrière un mois de février plutôt positif. De son côté, Ethereum a enregistré une chute de 17,52%. C'est son 5e mois de baisse consécutive. Alors aujourd'hui, ce dimanche, le marché semble plus calme. C'est assez logique. Mais tout peut s'accélérer dès cet après-midi et ce soir, notamment avec l'ouverture des contrats à terme de Chicago, ce que l'on appelle le fameux CME. Dans cette vidéo, on va faire un point complet, un gros point sur Bitcoin, sur le marché crypto, sur la Fed, mais aussi sur Nvidia et les marchés traditionnels. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus technique que d'habitude, mais on va vulgariser tout ça, comme toujours, parce qu'il est essentiel de prendre et de comprendre absolument toutes ces informations. Un point rapide sur la situation actuelle sur les ETF. La semaine dernière, on a enregistré une sortie, on va dire quasiment record sur les ETF Bitcoin Spot, avec 1,49 milliard de dollars de sortie. La semaine d'avant, on avait déjà enregistré 1,3 milliard de dollars de sortie sur les ETF. Donc énormément d'institutionnels qui sortent leur position sur Bitcoin. Et c'est la même chose sur Ethereum où on a enregistré 326 millions de dollars de sortie faisant suite à 611 millions de dollars. Donc aujourd'hui, plutôt ce soir, on attaque une nouvelle semaine sur le Chicago Mercantile Exchange. Et demain, on attaque un nouveau mois sur les marchés financiers traditionnels. Alors on va voir que cette clôture hier soir a été très importante pour les marchés crypto. Clôture mensuelle. Pour le moment, on va dire que on tient à peu près bien, que peut-être qu'un rebond est possible à court terme, mais ça se corse quelque peu. Alors avant d'enchaîner et de développer les différents sujets du jour, on va prendre quelques secondes et peut-être 2-3 clics si tu veux bien. Je te souhaite la bienvenue ici sur Objectif News. Je m'appelle Sylvain, on parle de macroéconomie, on parle de crypto-monnaie et de géopolitique. Bien entendu, on vulgarise tout ça pour que tout le monde comprenne au maximum. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup pour vos derniers commentaires. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien, surtout dans cette période. Et puis j'espère aussi que ce contenu te plaît. Alors si tu ne nous as pas encore rejoint, abonne-toi, clique par ici, active la petite cloche. Et si tu veux nous aider encore plus, eh bien like la vidéo. YouTube adore ça, nous aussi, et je t'en remercie. On va enchaîner avec une actualité sur Solana. On a appris hier le hack de Step Finance, un outil de suivi de portefeuille de finances décentralisées sur Solana. Et c'est environ 261 854 Solana qui auraient été dérobés, soit plus de 27 millions de dollars. Alors vu la capitalisation de marché de Solana, c'est pas hyper élevé, c'est pas hyper important. Mais comme toujours, en fait les hackers vendent ensuite leur bulletin le plus rapidement possible. Et ils convertissent donc leur Solana via des mixeurs. Tout ceci afin de brouiller au maximum les pistes. Donc ça a aussi pesé sur Solana hier. Et pour la petite histoire, on a pris une position short dans la boussole dès qu'on a appris la nouvelle. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tout simplement, je pense que l'analyse graphique est hyper importante, mais l'analyse fondamentale ainsi que le suivi de l'actualité sont hyper complémentaires en crypto-monnaie. Donc tu trouveras en description le lien vers la boussole crypto, notre groupe privé. Au passage, merci et bravo à toi d'être encore ici, dans ce marché particulièrement morose. On n'est pas loin des plus bas, on va le voir. On va aller voir tout ça sur Bitcoin. Ce qu'il faut en ce moment, c'est s'adapter au marché, être au courant de toutes ces actualités-là et bien entendu, respecter le marché. N'essayez pas d'aller à contresens du marché. Alors en ce moment, on sait qu'on a un marché particulièrement tendu. Chaque mauvaise nouvelle, chaque bad news est amplifiée exactement comme celle sur Step Finance qui a eu un impact sur le cours de Solana. Et de notre côté, on a trop peu de bonnes nouvelles et donc ça ne donne pas assez de force pour rebondir. Et tout cela se traduit d'une manière très simple. Comme tu peux le voir ici, ce qu'on appelle le Crypto Fear and Greed Index, donc qui donne le sentiment des investisseurs vis-à-vis du marché en termes de peur ou de cupidité. Ici, on est à 18, donc on est en extrême peur. Et tu vois qu'à chaque fois qu'on est venu en extrême peur, eh bien on est resté relativement longtemps, alors je dis bien relativement, ici à peine quelques semaines avant de rebondir, avant de repartir. Alors on est encore loin des plus bas, des extrêmes plus bas qu'on a connus au mois de novembre 2025, mais on est rentré dans cette phase-là d'extrême peur à partir du moment où on passe sous les 20. Alors comme je te disais, chaque bad news entraîne le marché un petit peu plus bas. Et pour ma part, de mon côté, je ne vois rien qui retient le marché actuellement.
Quoique, comme je te le disais également, un rebond est possible. On va aller voir tout ça sur Bitcoin. Alors, on va faire plusieurs analyses sur Bitcoin. On va zoomer petit à petit pour voir exactement ce qu'il se passe. Ici, donc, on est en unité de temps weekly, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Et tu le vois, depuis cette période-là, depuis le mois de novembre 2025, on a cassé ce que l'on appelle un canal ascendant, un canal haussier. On est venu également le retester ici. Donc ça confirme que cette partie-là, qui était à l'époque, cette ligne-là, qui était à l'époque un support, devient maintenant alors une résistance. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu sur des zones ici qui sont plutôt anciennes. On est revenu très proche des plus hauts du mois de mars 2024. C'est également une zone qui est tout proche des plus hauts de l'ancien bull run. L'ancien bull run qui avait connu un plus haut aux alentours des 69 000 $. Alors si on y regarde de plus près, la baisse depuis les plus hauts que l'on a connus sur Bitcoin au mois d'octobre s'étend maintenant à environ 40%. En général, un bear market, la période de bear market enregistre une baisse nettement plus importante, de l'ordre des 70% sur Bitcoin. Comme tu le vois ici, par exemple, 78% pour le dernier bear market qu'on a traversé entre novembre 2021 et on va dire le point bas en novembre 2022. Alors une baisse de cet ordre-là, c'est-à-dire de 70%, nous amènerait aux alentours des 40 000 $. Bien entendu, on estime qu'à chaque fois que Bitcoin grandit avec l'arrivée des institutionnels, la baisse en bear market devrait être moins importante, exactement comme ce que l'on a connu lors de ce que l'on peut appeler le bull run de 2025, avec une hausse moins importante que lors des cycles précédents. Mais comme je te le disais, cependant, un rebond n'est pas à exclure à court terme. Et on va aller voir une comparaison intéressante entre Bitcoin et l'euro. Donc il y a quelques secondes, je t'ai partagé le graphique du Bitcoin face au dollar, et tu le vois ici, c'est assez évident, on se retrouve avec un Bitcoin face à l'euro qui vient vraiment tutoyer de très près cette zone-là qui est l'ancien support de mars 2024. Cette zone-là qui se situe donc, on va dire, entre les 68 000 € et les 64 000 €. Donc ici, on a vraiment un support, ce qui pourrait entraîner un rebond à court terme avant de plonger nettement plus bas. D'autant plus que si on y regarde d'un petit peu plus près, on a ici une divergence qui est en train de se former. Et pour rappel, une divergence, lorsqu'elle est confirmée, eh bien, peut valider un retournement de tendance. Alors pour ma part, je ne suis pas confiant si on a un rebond. Je pense qu'à moyen terme, Bitcoin finira par aller plus bas. D'ailleurs, si tu veux notre avis là-dessus, je t'invite à cliquer sur le lien pour t'abonner à la newsletter en description de la vidéo. Guillaume t'y partagera son analyse ce soir à 18 h. Il te donnera certainement deux options. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cassé le pivot baissier sur Bitcoin. Tu trouveras donc le lien en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Au passage, pour la petite histoire, Guillaume, dans sa vidéo de vendredi, nous avait snipé parfaitement les targets que l'on a atteints hier lors de la mèche sur Bitcoin. Alors maintenant, je voulais te parler de l'USDT dominance. C'est la part de marché de l'USDT. En gros, ça représente la liquidité sur les marchés crypto. Alors on pourrait prendre tous les stablecoins comme l'USDC en plus par exemple, mais l'USDT représente 90% du marché. Donc ça fonctionne parfaitement quand on analyse comme ça, quand on analyse tout seul. Donc tu le vois ici, on a breaké cette ligne de tendance baissière là, ici au mois de novembre 2025, ce qui correspond au premier plongeon de Bitcoin. Et on est venu ici couper cette ligne de tendance là, cette ligne de tendance baissière cette semaine de nouveau. Donc ça veut dire que les investisseurs s'orientent davantage vers l'USDT, c'est-à-dire vers les stablecoins, c'est-à-dire qu'ils sécurisent leur position. Alors attention tout de même, parce qu'on rentre ici dans une zone de résistance qui, tu le vois, avait déjà bien travaillé pendant l'ancien bear market de 2022-2023. Cette zone-là qui se situe ici entre les 6,4% et les 7%, tu vois, on vient de taper juste ici, donc on pourrait avoir un retournement baissier de la dominance de l'USDT, un rebond ici avant de repartir. Si on a un retournement baissier de la dominance de l'USDT, ça veut dire quelque part bien, que ces liquidités-là se retrouveront à nouveau sur les actifs risqués, comme Bitcoin ou différents altcoins. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu. On va aller voir le Chicago Mercantile Exchange, donc la cotation de Bitcoin sur le marché des futurs à Chicago qui ouvre ce soir à minuit. Et tu vas voir qu'on a un gap à combler. On a clôturé ce vendredi à 84 105 $ sur Bitcoin. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Bitcoin s'échange aux alentours des 69 000 $. Donc ça fait quelque part par ici. Et donc on pourrait avoir ce que l'on appelle un gap baissier, un gap de continuation baissière. C'est-à-dire un trou de cotation
qui est suffisamment important pour créer une impulsion, une dynamique pour continuer dans la même direction. C'est exactement, inversement, exactement ce qui s'est passé au mois de novembre 2024 lorsqu'on a appris l'élection de Trump aux États-Unis. On a eu ici un gap de cotation qui a été lui comblé bien plus tard. En général, les gaps de cotation sur le Chicago Mercantile Exchange sont comblés relativement rapidement. Mais dès que l'on a ce type de gap, eh bien on peut avoir une explosion dans la même direction avant d'ailleurs d'avoir une consolidation et de revenir et de revoir le marché. Alors une fois le gap comblé, reprendre une direction plus saine. Donc ça, c'est une possibilité. Seulement ces derniers temps, eh bien le Bitcoin nous a habitués à combler les gaps relativement rapidement. Ça a été le cas la semaine dernière, ça a été le cas la semaine d'avant. Donc il se peut ici que l'on ait notre gap, qu'on vienne le combler avant de retomber ensuite, ce qui poursuivrait donc cette fameuse continuation baissière également. Pour suivre tout ça, eh bien ça commence ce soir à minuit sur le Chicago Mercantile Exchange. Bien entendu, ça a son influence sur Bitcoin. Et souvent, on a déjà, dès le dimanche après-midi, une première orientation. Alors dans cette idée de rebond, on a toujours le souci de la part des traders, de la part des market makers, d'aller chercher le maximum de liquidité. Et ici, ce que tu vois, ce sont les liquidations MAP. C'est-à-dire que ce sont les positions ouvertes qui demandent à être liquidées si Bitcoin atteint tel ou tel prix. Et tu vois ici qu'on a une grosse accélération des positions à aller chercher, de la liquidité à aller chercher, on va dire entre les 84 000 $ et les 86 87 000 $, ce qui correspond finalement quelque part à notre gap CME. Tu le vois ici illustré d'une autre manière, la plus grosse poche de liquidité se situe sur les 84 885 $. Et tu vois qu'ici, on a beaucoup de liquidités à aller chercher, donc jusqu'à ces fameux 87 000 $. Donc à court terme, un rebond n'est absolument pas à exclure. Cependant, pour ce rebond-là, je ne suis absolument pas confiant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les données macroéconomiques, je ne te l'apprends pas, ne sont vraiment pas top. La confiance est ébranlée, on l'a vu avec le Crypto Fear and Greed Index, on a eu une grosse chute de l'or, de l'argent, de tous les métaux ce vendredi, ce samedi, et puis Kevin Warsh vient d'être nommé, alors plus ou moins nommé, nouveau patron de la Fed. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cette personne-là, sur Kevin Warsh, dans la semaine. Si tu ne veux pas rater la vidéo une nouvelle fois, je t'invite à t'abonner. Mais en quelques mots, eh bien, on va dire que déjà, il n'est pas encore en place parce que Trump l'a choisi, mais le Sénat doit valider sa position. Et vu l'ambiance politique aux États-Unis, c'est pas gagné. L'un des sénateurs républicains, qui s'appelle Tom Tillis, de Caroline du Nord, a déjà annoncé son intention de bloquer toute nomination, en attendant que les poursuites judiciaires qui ont été ouvertes comme Jérôme Powell soient définitivement réglées. Et tout ceci, c'est sans parler de l'interventionnisme, de l'influence, voire même de la manipulation à peine dissimulée sur les décisions de la Fed, de la pression que met Trump. Warsh, de son côté, apparaît comme ce que l'on appelle un faucon. En 2011, sous la présidence de Bush, il avait déjà démissionné de son poste de gouverneur de la Fed parce qu'il avait jugé que la politique de la Fed était trop accommodante. C'est donc pas vraiment le profil idéal, vu de l'extérieur, en tout cas pour une politique significative dans la direction d'une baisse des taux. Donc il se pourrait que le marché ne réagisse pas de manière très positive à cette nouvelle. Alors cependant, Kevin Warsh en 2025 a changé un petit peu son discours en plaidant pour des diminutions des taux et en critiquant l'institution monétaire. Bref, tout ça, c'est de la politique. Et dès cette semaine, Kevin pourrait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mardi, on a les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et si jamais derrière, il effectue un discours, il prend la parole, il met un commentaire, il tweet, bref, n'importe quelle communication de Warsh, dès ce mardi, pourrait faire bouger le marché. On le sait, la marque de fabrique de l'administration Trump, c'est la communication. Donc on peut s'attendre à du mouvement cette semaine. Alors, point positif d'un autre côté pour les marchés, on a fini la période des résultats. Pour rappel, Microsoft a perdu 11% en une seule séance, je crois que c'était jeudi. Et tout ceci après des résultats qui étaient meilleurs que prévu. Et ça signifie, une fois de plus, qu'on a des tensions quelque peu, on va dire, en coulisses. On a aussi cette grosse spéculation dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur une histoire qui est quelque peu passée inaperçue, mais qui a animé ces derniers jours et qui trouve, on va dire, un presque épilogue aujourd'hui. En septembre dernier, Nvidia et OpenAI, la société qui est derrière ChatGPT, ont annoncé un protocole d'accord qui prévoyait la fourniture par Nvidia d'une puissance de calcul d'au moins 10 gigawatts pour OpenAI. De son côté, le fabricant de puces s'était donc également engagé à investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour aider OpenAI à financer ce fameux projet. Là, ils se prêtent de l'argent entre
pense que tu vois, en fait, ça fait un peu une roue comme ça, c'est pas très bon pour le marché. Et donc, dans le cadre de cet accord, OpenAI a accepté de louer les puces auprès de Nvidia. Et récemment, on a appris qu'il n'y avait eu aucune suite à cet accord. Selon certaines sources, certaines rumeurs, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait volontairement suspendu cet accord. Alors ça fait partie des choses qui ont pesé sur le marché ces derniers jours, voire même ces dernières heures. On sait que la bulle autour de l'IA est prête à exploser. Et donc, toute rumeur, toute communication, tout changement de politique est scruté de très près par les investisseurs. Alors ce matin, Wang a annoncé que son entreprise prévoyait toujours de réaliser un investissement considérable dans la société ChatGPT. Alors considérable, ça ne veut pas forcément dire que ça va rester sur le montant qui était initialement prévu. Et ça, c'est certainement ce qui met aussi le doute sur les marchés. Rappelons au passage qu'on est dans un milieu ultra spéculatif. Aujourd'hui, aucune société d'IA, pas même ChatGPT, ne gagne de l'argent. On pourrait même juger la situation bien pire. OpenAI aurait enregistré des pertes avoisinant les 12 milliards de dollars sur le seul troisième trimestre de 2026. Alors pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense qu'il faut surveiller ça de très près. Il faut surveiller le secteur de l'intelligence artificielle de très près cette année 2026. Pour rappel, l'action Nvidia a gagné plus de 40% en 2025, ce qui est absolument hallucinant. Donc derrière une compensation, un éclatement de la bulle IA, eh bien c'est un petit peu l'épée de Damoclès qui inquiète tous les marchés aujourd'hui. Au passage, et pour conclure le lien entre la crypto et les marchés traditionnels, Bitmain est en perte latente de 2 milliards de dollars sur son fonds de trésorerie en Ethereum et MicroStrategy frôle désormais son prix d'achat moyen sur Bitcoin qui se situe précisément à 76 037 dollars. Pour conclure, enfin, cette vidéo, on pourrait donc avoir un rebond à court terme et je pense que cette situation-là reste possible. Mais dans ce contexte, je doute que ce rebond-là ait suffisamment de force. On devrait assister à ce que l'on appelle un rebond technique, à peine quelques pourcents sur Bitcoin. Et certains devraient en profiter pour sortir définitivement du milieu de la crypto pour les petites mains ou pour sortir définitivement sans trop de dégâts puisque derrière, on devrait s'orienter sur une baisse nettement plus importante à moyen terme. En tout cas, la confiance est perdue sur le marché des crypto-monnaies depuis le 10 octobre et fondamentalement, rien ne retient Bitcoin pour le moment. Donc, il devrait se passer un bon moment avant qu'on retrouve un Bitcoin avec une vraie valorisation haussière, avec une vraie intention haussière. Alors cependant, cette situation-là te paraît peut-être alarmiste, mais c'est quelque chose qu'on a déjà traversé lors des précédents bull runs et lors des précédents bear market. Il faut savoir s'adapter au marché. Aujourd'hui, continuer à avoir des positions short sur Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos me paraît quelque peu risqué après la baisse qu'on a connue ces derniers jours. Et de notre côté, continuer d'accumuler du Bitcoin en spot pour le long terme me paraît pertinent. Mais si tu comptes faire ça sur le court terme, fais attention parce que le rebond, s'il y a lieu, devrait être relativement bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse, j'espère que tu l'as trouvée pertinente. Si c'est le cas, je t'invite une dernière fois à la liker, ça nous donne énormément de force et je te remercie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour activer les petites notifications. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!